Lorsqu'on parle de créolisation, puis justement, Eliane, je vais commencer avec vous. Quel a été qu'est-ce qui a motivé justement l'écriture de cet article, donc cette recherche par rapport à la langue, la langue française en Afrique? C'est une expérience que j'ai eue à Abidjan en 2022. C'était mon premier reportage dans la région et je me permettrai de mettre le lien de mon article ensuite dans le chat. J'allais en Côte d'Ivoire pour un reportage qui n'avait rien à voir avec les questions de langue ou d'identité. Je me retrouve un soir à un spectacle de slam organisé par l'Institut français d'Abidjan, donc établissement public. On était plusieurs centaines, c'était vraiment assez complet et un public, je dirais, à 90% ivoirien. Sur scène, que des artistes, des scammers ivoiriens et ivoiriennes. Et en France, évidemment, mais je me retrouve à comprendre à peu près, je dirais, la moitié de la production, des performances à la fois parce que il y avait plein de références que je ne comprenais pas, de blagues que je comprenais pas, et aussi parce qu'il y avait plein de mots ou d'expressions en fait que je comprenais pas. Et donc c'est cette expérience un peu de l'altérité dans ma propre langue qui m'a un peu fasciné et qui m'a penché qui m'a poussé à me pencher davantage sur cet argot. Alors est-ce que c'est un argot, est-ce que c'est un créole? Et il y a pas mal de débats ivoiriens qu'on appelle le nouchi, qui est apparu dans les années 80. Il y avait à la base, comme beaucoup d'argot, plutôt une mauvaise réputation et qui est aujourd'hui un petit peu le langage en vogue, on va dire, auprès des jeunes Ivoiriens, des jeunes urbains qu'on peut parler au travail, etc., qui est devenu une forme d'expression artistique en elle-même. Il y a des rappeurs qui ne rappent qu'en nouchi, il y a des écrivains qui n'écrivent qu'en nouchi, il y a des nouchis de la prison, il y a des nouchis de l'éducation, il y a des nouchis des policiers, donc quelque chose d'assez riche et peut-être venant d'un pays qui a l'Académie française, qui a beaucoup de névrose vis-à-vis de sa langue, etc. Ce qui me passionnait, c'était le fait que, en tout cas à Abidjan, alors c'est ni représentatif de la Côte d'Ivoire, ni représentatif des autres pays francophones, et on pourra en parler de la sous-région, il y a des mots qui naissent et qui meurent tous les jours. Et donc, c'était cette vitalité-là qui m'intéressait beaucoup. Et puis après, de voir ensuite comment ces mots voyageaient déjà dans la sous-région. Parce que je pense que quand on parle de mobilité avec un regard occidental, on pense très souvent, dans mon cas, Afrique de l'Ouest, vers des pays comme le Canada ou vers la France, en oubliant très souvent que, en Afrique, en tout cas, la mobilité elle est surtout intra-régionale. Donc, Abidjan, par exemple, enfin, la Côte d'Ivoire est un pays fait à plus de 40% d'étrangers, en fait, et donc ça se ressent. Abidjan, qui est un peu une sorte de. Alors, j'aime pas prendre un exemple occidental pour comparer, mais je vais faire quand même une sorte de New York de l'Afrique de l'Ouest en termes de langues, de groupes ethniques, de cultures, etc., différentes. Donc, des langues locales viennent aussi nourrir ce dinouchi, ce qu'on appelle parfois aussi le français ivoirien, qui est encore une autre forme de, de, de langage. Et ensuite, voilà, les mots, grâce à TikTok, grâce à YouTube et à des clips vidéo de rappeurs et de rappeuses circulent dans la sous-région. Et donc, on va utiliser des expressions qui sont nées à Abidjan, ou en tout cas, on pense qu'elles sont nées à Abidjan, et on va les retrouver à Ouagadougou, au Burkina Ouais. Faso, ou à Kinshasa, au Congo, et aussi à Paris. Et donc, c'est ce. Et dans la communauté franco-pondichérienne, si vous écoutez un peu, il y aura dans la même phrase, il y aura plusieurs langues. Il y aura le français, il y aura le tamoul, il y aura d'autres langues régionales qui sont pratiquées à Pondichéry qui s'ajoutent à ça. Et après, en dehors de ça, il y a aussi tous ces réflexes où les personnes qui sont parties travailler dans les anciennes, dans l'administration française, que ce soit en Indochine, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Algérie. Donc, tous ces mots-là reviennent et Mm. créolisent encore un langage qui est déjà créolisé. Et donc, je suis plus ou moins habitué à cette gymnastique, on va dire. Cette Ouais. gymnastique linguistique qui absorbe des mots qui forment une nouvelle langue, mais qui est uniquement orale, qui n'est pas écrite. C'est là Ouais. où, justement, euh, le creative writer que je suis intervient justement pour donner forme à cette langue qui est parlée mais qui n'est pas écrite.
J'ai utilisé l'expression que vous avez mentionnée, c'est-à-dire la gymnastique linguistique pour faire le pont avec Sri Lanka, parce que vous, le français n'est pas votre langue maternelle, c'est ce que vous me mentionniez. Donc, pour vous, comment euh, comment s'est déroulé justement cet apprentissage de la langue lorsque vous étiez plus jeune et aujourd'hui, comment vous la vivez en situation minoritaire au Canada? Donc, je vais commencer avec ma situation présente. Donc, je vis dans un Canada anglophone, en situation minoritaire, et je me vois positionnée dans les fissures un peu pas très confortables, je dirais, entre les catégories politiques courantes, donc francophone international versus francophonie albertaine, anglophone francophile versus francophone en situation minoritaire, québécoise et francophone hors Québec, etc. Pour moi, cette situation d'inconfort, cette situation entre, c'est ça qui me permet de poser un regard critique sur l'espace dans lequel je vis et qui est à l'origine de mes réflexions sur ces questions d'identité et de mobilité qu'on pose, on se pose. Oui, c'était un choix, mais pour certaines autres personnes, comme on en discutait initialement, ça a été imposé. Donc, quel est le regard, quelle réflexion comment ça vous interpelle, justement? Oui, allez-y, Charlotte. Donc, en fait, moi, je pense que la langue, c'est un facteur parmi d'autres d'identification. Et, et je voudrais, comme facteur identitaire, elle peut être mobilisée pour des fins différentes, à des moments différents. Et, souvent, ce qui est ignoré, c'est qu'une seule langue, que ce soit le français ou autre, ça véhicule plusieurs cultures et ça comporte aussi une panoplie des histoires divergentes. Donc, c'est pourquoi je parle toujours des espaces francophones au lieu de parler de la francophonie. Et dans ce sens-là, et c'est pourquoi, pour revenir à ce que fait Thierry aussi, c'est pourquoi je pense que c'est pas simplement suffisant d'apprendre une langue, cette mobilité physique aussi est importante pour pouvoir rencontrer ces différences Ouais. et simplement, non seulement dialoguer, mais pour accepter ces différences. Et c'est pourquoi, là, pour moi, oui, le français m'a permis de bouger, mais c'est dans des conditions extrêmement privilégiées. Mais je suis très, très consciente du fait que cet espace francophone lui-même, ces espaces sont très hiérarchisés. Mhm. J'aimerais bien voir ce que les autres pensent de cela, parce que, et autant il y a, je viens de sortir d'un panel où on parle des lois d'immigration qui sont inhumaine. Et d'autre part, je vois des pubs en Inde, quand j'étais en Inde au mois de décembre, invitant les étudiants, invitant les investisseurs vers la France. Donc, il y a des régimes qui facilitent les mobilités en même temps il existe des régimes qui bloquent ce qu'on appelle d'ailleurs les indésirables. Mhm. Harry, vous voulez réagir? Oui, c'est assez intéressant ce que disent mes camarades, mais comme comparé à, par exemple, à Sri Lanka, qui a fait un choix de cette langue, moi, c'est une langue qui a une histoire coloniale derrière. Et comme tout le monde le sait, l'histoire coloniale n'est pas forcément rose, n'est-ce pas? Et donc, quand on hérite une langue à travers un pan de l'histoire qui est quand même assez tragique et violente, qu'est-ce qu'on fait de cette langue? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on la rejette? Qu'est-ce qu'on fait? Thierry, avec vous, vous l'avez mentionné tout à l'heure, donc ce sont des centaines, plus d'un millier de Oui. jeunes que vous touchez. Et la mobilité a changé, elle a évolué avec vous. Ben, pas avec vous nécessairement, mais au sein de Logique, donc au cours des dernières années, au cours des dernières décennies. Qu'est-ce que vous observez de votre côté par rapport à cette clientèle qui est plus diversifiée, qui fait un retour à ses racines et qui, justement, a l'opportunité de retourner des fois dans son pays d'origine où est-ce qu'on parle le français grâce à vos programmes? Oui, tout à fait. Euh, je voulais dire aussi juste une petite phrase par rapport aussi à ce qui s'est dit avant. Je reviens toujours sur ce que dit Oui, c'est Je parfait, suis allez-y, désolé. allez-y. Non, c'est Parce que parfait, allez-y. c'est ça, c'est interactif aussi. Ce qu'on dit toujours au Québec, on a toujours tendance à dire que les jeunes actuellement, il y a des données qui disent que les jeunes ont une certaine indifférence pour la pratique de la langue française et une certaine attirance pour l'anglais. Alors
c'est peut-être vrai, une certaine partie. Et maintenant, il y a aussi beaucoup de jeunes Québécois qui ont tendance aussi à opter pour des pays francophones, justement pour des raisons linguistiques, le sentiment d'appartenance également. Mais force de constater aussi que les, les jeunes d'aujourd'hui ils vont aussi avec leur motivation. Hein, par exemple, parmi les 6 000 jeunes qu'on a, on a 4 000 jeunes étudiants qui vont faire des sessions d'études, faire des stages pratiques liés à leurs études ou des projets étudiants. Très souvent, ça rentre dans le cadre de partenariats entre universités et différents autres pays. Eh bien, les jeunes vont choisir les universités qui ont le plus de réputation, quelle que soit leur destination finalement. C'est un peu pareil pour les entrepreneurs qu'on soutient. On a un programme qui soutient les entrepreneurs. Les entrepreneurs vont aller vers des pays qui vont favoriser finalement l'éclosion de leur entreprise ou leur permettre d'augmenter un peu leur chiffre d'affaires, par exemple. Donc, certes, on va choisir la francophonie pour différentes raisons, mais il y a aussi des intérêts personnels. Vous avez parlé alors justement de cette mobilité vers l'international, mais Srilata, j'ai envie de vous entendre sur cette mobilité pan-canadienne parce que nous retrouvons à travers le pays des noyaux de francophones qui se trouvent en situation minoritaire et ça représente beaucoup de défis. Moi, j'œuvre dans certains domaines comme le domaine audiovisuel, etc. Et il y a une réelle quête d'équité par rapport à des programmes, etc., pour pouvoir être reconnu à sa juste valeur et d'avoir les services également. Donc, vous, par rapport à votre expérience et le regard des gens qui vous entourent, comment voyez-vous cette mobilité pan-canadienne de la francophonie, des francophones? En fait, pour comprendre ça et pour parler de ça, il faut aussi penser à la démographie changeante de cette francophonie minoritaire. Ce n'est pas la francophonie minoritaire traditionnelle. En fait, il y a beaucoup de francophones qui viennent de l'étranger, qui constituent cette francophonie. Donc, cet espace a changé dans les 20-25 dernières années. Et donc, ça, c'est une chose hein, quand on parle de cette francophonie, parce que quand on parle de la franco-albertanité, en fait, oui, et les franco-albertains qui tiennent à leur langue comme facteur d'identification. Et on ne peut pas oublier la présence, par exemple, des Camerounais, des Maliens qui viennent, ou des Congolais qui viennent avec la langue, mais ce n'est pas leur langue maternelle. Donc, moi, c'est une francophonie invisible, mais d'une manière ironique, j'utilise ce mot-là, parce que, bon, ils font partie d'une francophonie minoritaire, mais aussi ils font partie de cette francophonie, de cette ethnicité visible aussi, vous voyez, donc il y a ça. Donc, leur mobilité, il faut aussi, quand on parle de la mobilité, est-ce que c'est simplement mobilité à l'intérieur du Canada, mais il faut aussi considérer leur mobilité avant qu'ils arrivent au Canada, parce que leur parcours n'est pas quelque chose de linéaire. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une diaspora congolaise, francophone, on parle du transnationalisme. Les gens ont la possibilité de voyager, même après avoir obtenu la citoyenneté ici. Être canadien, francophone, ça ne les limite pas dans l'espace physique et géographique. J'aime mentionner le fait aussi que la mobilité, c'est un privilège lorsqu'elle est faite par choix. Absolument. Par choix, mais il y a des gens qui le font par survie. Alors, considérez-vous qu'il y a une langue française ou des langues françaises? Moi, je dirais plutôt qu'il y a des langues françaises. Excuse-moi, Srilata. Non, non, c'est pas, vas-y, vas-y. Il y a des langues françaises. Justement, l'année dernière, il y a l'Institut français d'Oslo qui m'a demandé de, de faire un événement sur la francophonie. Parce que bon, c'est le mois de la francophonie. Donc, il dit, donc on va faire des événements. Et comme je travaille dans la culture, dans l'art et la culture, je dis, bon, c'était mon tour de faire quelque chose. Et moi, j'ai tout de suite dit, bon, j'en ai assez, quand on parle de la francophonie, qu'on fasse venir un écrivain de l'Hexagone qui va me parler de la Provence ou de la Bretagne ou du Languedoc. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait des langues françaises ou francophones, créoles, d'outre-mer? Et donc, j'ai dit, c'est pas qu'est-ce que le créole apporte, le français apporte au créole,
qu'est-ce que le français, le créole apporte au français. Et donc, j'ai changé tout ça. J'ai invité une auteure mauricienne, un auteur haïtien, un auteur martiniquais et donc moi-même. Donc, on a parlé de la créolisation de la langue française. Et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas qu'un français, il y a des français. Mhm. Shrillata, vous vouliez réagir? Ouais, moi, je me suis toujours demandé la question pourquoi ça a été tellement difficile dans la francophonie d'accepter qu'il y ait plus, qu'il y ait plusieurs, en fait, il y a des langues françaises, alors qu'en anglais, on parlait déjà dans les années 80 avec Kachru de World Englishes. Donc, quand je parlais des francophonies au pluriel, des français mondiaux, par exemple. Donc, voilà, je suis tout à fait d'accord avec Harry sur cette question-là. Ouais. Thierry, Elian, vous voulez réagir? J'aurais tendance à dire, moi, les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'effectivement, je considère qu'effectivement, il y a plusieurs langues françaises, plusieurs pays parlent le français avec leurs particularités, leurs richesses, leurs propres termes, leurs propres. Et ça, je trouve ça, c'est ça qui est très intéressant, c'est ça qui fait la richesse finalement de cette francophonie, à mon sens. Absolument. Mais en même temps, au total, hein, je me rappelle très bien qu'au début, quand j'étais à la FQJ, on m'avait appelé et il y avait un groupe de pêcheurs gaspésiens qui arrivait à l'entrée. Puis moi, j'avais vécu mon enfance avec ma famille du Québec. Je passais tous les étés au Québec. Je connaissais toutes ces expressions. Et on m'avait dit, on comprend rien, peux-tu venir traduire? Donc, je m'étais présenté à l'entrée. Effectivement, j'avais traduit à mes collègues français le langage des pêcheurs gaspésiens que moi, je comprenais parfaitement. Mais j'ai participé aussi dans le cadre de mon travail à différents événements. Par exemple, je me rappelle d'un festival francophone qui s'appelait Déferlante francophone, qui réunissait des artistes dans le sud de la France, de tous horizons francophones, mais surtout des Acadiens, des Louisianais, des Québécois, puis des Français. Eh ben, chacun arrivait avec ses expressions, son accent, etc. Mais au total, c'est la langue française qui les réunissait, et tous les Français qui étaient là s'identifier à cette langue française. Donc moi, je dirais les deux, en fait, parce qu'effectivement, il y a la langue française et puis il y a les particularités de chaque langue qui enrichissent justement cette langue française. Et pour moi, c'est un grand apport. Elian? Oui, évidemment, je dirais qu'il y a des langues françaises. Je pense que pour faire un petit pied de nez au pays d'où je viens, en fait, la question elle se pose parce qu'il y a ce qui était avant un centre qui a peut-être est-ce qu'il y a en tout cas certaines personnes en France qui se demandent aujourd'hui quelle est la place de la France par rapport à la langue française. Mais en tout cas, ici en Afrique francophone où je suis, la question elle se pose même pas. Et c'est très bien comme ça. Et après, pour avoir beaucoup échangé avec un organisme dont on n'a peut-être pas encore trop parlé, mais qui est pour l'année dernière pour mon travail de recherche, qui est l'OIF. Je veux dire, l'OIF, on a extrêmement conscience. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 80% des enfants aujourd'hui, des mineurs qui apprennent en langue française sont en Afrique. 60% des locuteurs francophones sont en Afrique. Donc, en fait, mathématiquement, évidemment qu'il y a des langues françaises. Et après, qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Et puis peut-être au final que je suis un petit peu d'accord aussi avec Thierry, il y aurait une langue française et en fait c'est cette commonalité qui serait un peu notre liant à toutes et à tous et puis après on peut être attaché au niveau d'un point et avoir d'autres aspérités qui la rendent aussi plurielle. Enfin, en fait si c'est une langue qu'on aime dire universelle, forcément qu'elle vient avec cette pluralité-là. Et si j'ose pousser encore la question un tout petit peu plus loin ensuite, c'est à quel point ces langues s'influencent les unes des autres, ou comment elles influencent les cultures. Oui, enfin, je rebondis sur ce que disait Eliane. Enfin, c'est pourquoi je parle des univers langagiers. Et si on suit l'histoire de la musique française, en fait, on voit que c'est le terrain qui s'est décolonisé du français comme langue centralisante. Et ça, c'est un exemple vivant de comment
en commençant, en fait, on est très loin d'Aznavour et avec Aya Nakamura et déjà avec Aïcha de Khaled. On est dans un autre univers langagier. C'est le français, mais c'est cette idée de se décoloniser d'une idée, en fait, dominante ou centralisante de cette langue. Il y a des preuves dans la culture populaire. Et il y a Michaela Sullivan qui dit une langue française. Elle est, par rapport à la question que posait Mme Guimond, elle dit qu'il y a une langue française et des variations culturelles. Elle mentionne également que toutes les populations s'approprient toute langue avec un mélange de sa réalité linguistique, culturelle et de vie. Et Sandrine Bunch de Francophonie sans frontières nous partage le lien vers le dictionnaire des francophones. C'est le préféré de leur organisation. Par exemple, qu'est-ce qui unit les Québécois et les Guyanais? Bon, je pense qu'elle donne des exemples. OK, elle est probablement d'origine guyanaise. Elle a écrit Mon pays d'origine, le maringouin. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai des amis français aussi en Afrique du Sud. Et souvent, on a un petit concours de linguistique parce que je vais dire des mots. Elle va dire, quand je dis c'est correct, les Français apparemment ne disent pas ça, moustique versus maringouin. Donc, c'est intéressant. Oui, défi, peut-être si chacune, vous pourriez nous exprimer, nous partager un défi que vous voyez, vous, par rapport à cette mobilité dans les espaces francophones pour les personnes qui parlent cette langue, qui se l'approprient, qui l'aiment ou qui se la font imposer. Moi, je peux parler pour logique. Oui, Les allez-y. défis, on a déjà ciblé des défis pour la francophonie, notamment envoyer des Québécois dans l'espace francophone et accueillir des francophones d'au sud du Canada au Québec en plus grand nombre. D'ailleurs, à ce propos, on a un accord à venir avec le secrétariat du Québec aux relations canadiennes pour créer des opportunités avec des francophones du Canada en milieu minoritaire, pour les faire venir au Québec. On veut aussi promouvoir davantage les échanges entre les différents territoires de la francophonie et renforcer les relations entre les jeunes de ces territoires. Et puis, on veut également adhérer et promouvoir les principales valeurs et missions de l'OIF. Donc, si vous voulez renforcer un petit peu notre partenariat avec l'OIF. Comme je l'ai dit au début de Dorothy, c'est justement de faire émerger cette littérature francophone indienne. Et je me rends compte qu'il y a de plus en plus, dans le milieu universitaire et dans le milieu étudiant, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent euh, aux Français, déjà pour des raisons stratégiques, partenariat, business et tout ce qui va avec, mais il y a un vrai amour de la littérature, du français, à travers la littérature qui est en train de s'opérer dans les milieux universitaires en Inde. Et il y a de plus en plus de personnes, je reçois pratiquement tous les jours des invitations à ce que je vienne présenter mes ouvrages parce qu'ils s'intéressent justement à cette littérature d'expression française écrite par les Indiens. Et donc, c'est ça mon défi et je ferai tout pour que justement des collègues ou des personnes qui veulent écrire, je les encourage, je vais les aider. Je ne ferme pas la porte derrière moi de mes maisons de publication. J'ouvre toutes mes maisons de publication avec qui je publie et je leur donne justement accès à ces maisons de publication pour qu'eux aussi ils puissent publier et qu'on puisse lire de plus en plus de littérature francophone indienne. C'est une question de sensibiliser les gens à l'importance même de la mobilité. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit mobilité, on pense immigrants. Il y a mobilité, ça prend toutes sortes de formes, ça affecte tout le monde. Et puis, c'est important aussi de faciliter l'accès à ce qu'on appelle aujourd'hui le capital spatial. Que ce soit que ce soit pas simplement le privilège de certains. Parce que c'est dans la mobilité qu'on va retrouver les points communs entre nous. C'est un peu une réponse philosophique, mais je pense qu'on a beaucoup parlé des différences. Mais il faut aussi, et ça, c'est la mobilité qui amènerait les gens à trouver ces espaces où ils peuvent dialoguer. Donc, sensibiliser les gens à l'importance de cette mobilité. Elia, de votre côté? Euh, bon, pour moi, c'est peut-être là où je me trouve, c'est la question de quand même de continuer à enseigner le français dans les pays africains francophones. Je pense qu'il faut réussir à dépassionner un petit peu le débat sur la place de la langue française
dans ces pays aujourd'hui et peut-être reconnaître aussi qu'elle est au centre du système éducatif. Et l'une des craintes, alors je sais pas, elle doit sûrement être fondée, j'aimerais pas émettre de jugement de valeur, mais l'une des craintes en tout cas qu'exprime l'OIF, c'est que le niveau du français se perd. Alors on a beaucoup parlé de créolisation et de pluralisation peut-être de la langue. Des langues, mais quels sont les fondements de cette langue-là et quels sont les piliers qu'il faudrait qu'on ait toutes et tous pour pouvoir la parler. J'ai pas assez fait de terrain pour savoir si en effet c'est quelque chose qui est menacé ou pas. En tout cas, c'est vrai qu'il y a cette question de même pas du niveau en fait. On parle pas ici de qualité, mais du fait d'avoir des fondamentaux qui peut-être ne sont plus trop, même à l'oral, hein. Il y a aussi la question évidemment de l'écrit et de l'oral, l'enseignement de la langue française dans des sociétés où l'oral joue un rôle très important et à prendre en considération, mais parfois même à l'oral, ce sont des questions qui se posent.